Donc je vais laisser tout de suite la parole si vous avez des questions. Alors, bon, je crois qu'on a vraiment eu des approches très très différentes qui nous montrent l'importance des images dans des photos, des émissions. Et puis finalement aussi, ce qui m'a semblé plus important, c'est finalement ce rapport à l'organisation, à des structures qui seraient celles qui organisent la parole, la réflexion, celles qui organisent la mise en image aussi qu'on peut voir. Je crois qu'on a et donc voilà, je vous laisse la parole parce qu'on a eu vraiment des visions très stimulantes, je trouve, donc d'approches variées et de ce qu'on peut encore faire effectivement à travers ces questions de rencontres entre deux champs, mais qui évidemment nous montrent qu'il y en a plein d'autres, et plein de méthodologies. Je crois qu'aussi là on est aussi dans des méthodologies et des réflexions épistémologiques qui dépassent les deux champs, simplement genre et simplement, c'est déjà beaucoup, genre et migration. Est-ce qu'il y a des... Oui. Alors, moi j'ai une question pour les trois. Je suis gourmande. Pour Antonio, je voulais savoir la question du nom, c'est-à-dire que on a bien compris que c'est la... Peut-être plus fort. Pardon, la question du nom, c'est-à-dire on a bien compris que c'est le ventre de la génitrice qui donne. Alors, comment ça se passe pour la transmission du nom et aussi, qu'est-ce qui se passe pour les garçons nés d'un ventre esclave? Et est-ce qu'il n'y a pas des histoires de Roméo et Juliette avec des garçons filles d'esclaves qui voudraient... Enfin, comment ils arrivent, eux, à se marier, puisque du coup, la transmission, si elle est par la femme... Bon. Et puis, troisième petit point, sur la colonisation africaine, portugaise, c'est-à-dire, est-ce que ça se passe de la même manière au Mozambique ou, voilà. Alors, après, pour Linda... c'est ce que disait Nancy peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire au fond on a la question elle atteint toute la question du travail social et de l'intervention sociale dans les années entre deux guerres et après. Et donc la question de chercher que la paternité s'affirme, au contraire, pour conforter, voilà. Et j'avais juste une petite question de détail, c'est-à-dire comment ça se fait que cette épouse varsovienne, sa demande, elle est en français, parce qu'elle a un mari américain, alors je me posais la question sur la source. Voilà, et puis juste... est-ce que vous avez eu l'idée, peut-être, je ne sais pas, mais c'est peut-être trop ancien, de retrouver ces femmes qui ont témoigné aujourd'hui, chez Ménie Grégoire ou dans l'émission, voilà, qui étaient des jeunes femmes à l'époque, et parce que la question de la distanciation, peut-être. Bon, je suis désolée. Allez. Oui, je vais répondre vite. Oui, la question du nom, alors, la grande différence entre le nom de baptême, les esclaves ont un nom de baptême qui est donné ou par l'Église ou par le maître. Et donc, donc on peut avoir un prénom, et le nom, c'est souvent ou le nom du maître ou un nom donné au hasard. Et ensuite, on ne le transmet pas. Ah, il n'est pas transmis. Non. Où les choses changent, c'est quand je dis qu'on passe du nom de baptême au nom de naissance, et là, le nom de naissance, c'est-à-dire qu'on crée une famille. Donc on crée une généalogie. Mais l'enfant s'appelle comment? L'enfant, les noms qu'on trouve très souvent, c'est Marie, Pierre, Paul. C'est le nom du maître. C'est un nom ou donné par l'Église qui correspond très souvent à un nom de saint. Donc il n'y a pas de père. Comment c'est dire? Enfin, il n'y a pas de le nom de famille, c'est pas celui du père esclave. Et après, ça change parce que alors j'ai été très vite, hein, il y a les esclaves qu'on appelle gentils, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Afrique. On appelle gentils, c'est-à-dire nés en Afrique. Donc, a priori, étrangers, c'est-à-dire sans religion, gentil en portugais. Et il y a ceux de la deuxième, troisième génération qui sont toujours nés esclaves, ça se transmet par le vent de mer, donc on est né en Europe. Donc là, ils ont un statut différent, parce qu'a priori, ils sont chrétiens déjà. Et donc, le nom transmet ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui est le père ou la mère via le nom. Parce qu'on n'a pas le nom du père ou de la mère. Et donc, c'est des noms qui varient en fonction des desiderata, parce qu'il y a une liste de noms aussi, c'est les noms du calendrier religieux. Et quand on a des noms qui sortent un peu de la main, c'est des noms plutôt offensants, qui décrivent alors ou une caractéristique physique, ou quelque chose qui serait de l'ordre du préjugé, plutôt négatif, ou un esclave rebelle. On a des noms comme ça assez offensants qui marquent aussi
d'une forme d'impureté le lignage. Parce que c'est des choses qu'on transmet, et le nom, hein, y compris les surnoms qu'on donne, c'est des choses très péjoratives. Dans un cercle très restreint, ce que je dis, c'est un petit monde où tout le monde se connaît, donc c'est extrêmement difficile. Ensuite, les mariages, en fait, il n'y a pas de mariage, ou très peu, entre libre et esclave. Moi, tous ceux que j'observe, c'est entre esclaves. Et donc le mariage, il est alors autorisé par une commission qui fait une enquête de moralité, et c'est l'Église qui statue à la fin. C'est-à-dire que les maîtres très souvent s'opposent au mariage, mais les esclaves, c'est là une stratégie de sortie de la maison du maître par le mariage. Et donc là, il y a des enquêtes, et donc il faut aussi prouver qu'on n'est pas gentil, c'est-à-dire qu'on est chrétien. Et donc là, c'est des preuves, donc d'où la place de l'Église, parce qu'on fait des enquêtes auprès du curé. Est-ce que l'esclave s'est confessé? Donc il y a toutes... les rites religieux ne sont pas juste des rites d'acceptation de la religion. Et donc pour les esclaves, on se pose toujours la question, alors la place de la religion pour un esclave qui arrive, et pourquoi le baptême alors que l'esclave arrive, et pourquoi on lui donne un nom? C'est parce que les esclaves comprennent aussi très très vite que la société fonctionne, et que c'est des étapes un peu de rituel de passage, pour pouvoir accéder après à quelque chose. Alors, je ne l'ai pas dit parce que quand on est esclave, au contraire des autres qui sont dans des situations minoritaires et femmes, c'est-à-dire qu'on peut être revendu. Et donc l'un des premiers droits quand on appartient au territoire, c'est de ne pas être revendu. Et donc les esclaves, très souvent, quand ils vont devant la justice et qui se plaignent de mauvais traitements du maître, c'est que le maître veut les revendre parce qu'ils se sont opposés au maître, ils ont fait résister. Donc très souvent, les esclaves disent, voilà, mon maître veut me revendre au Brésil, par exemple. Mais vous n'avez pas du tout parlé de la sexualité oui, mais des esclaves. Oui, en fait, je pense que là, il y a un trou, parce qu'on se demande tous, je pense, si la sexualité et la violence sexuelle, et est-ce qu'il y a une sexualité maître-esclave, est-ce que tous les enfants de ces femmes sont des enfants qui naissent dans le mariage, ce qui serait surprenant. Enfin, il y a tout un tas de questions là qui restent en suspens. Oui, j'ai pas eu le temps de tout dire, non, c'est-à-dire qu'on est dans une société, que ce soit esclave ou pas esclave, où les mariages, où les naissances hors du mariage sont extrêmement importantes. Et une société alors, qui produit ce qu'on appelle aussi quelque chose qui est très infamant, des statuts de bâtards. Alors, beaucoup entre maîtres et esclaves, ça c'est vrai. Et donc là, toutes les institutions religieuses qui sont créées, comme les miséricordes, c'est pour, de cette façon, alors, recueillir ceux qu'on appelle des sans-pères, qui sont nés hors des naissances légitimes. Et là, dans le cadre de rapport maître-esclave, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, je n'ai pas pu tout traiter. Ce que je disais, j'étais là pas pour traiter qu'est-ce que l'esclavage en termes de violence. Je partais du principe que c'est un rapport extrêmement violent. Mais comme vous avez dit que c'est le ventre, en oui, fait, ça, le ventre, le ventre, c'est-à-dire que... Donc on est quand même obligé de savoir qui est le père. Oui, oui. Et très souvent, on sait qui est le père, après on l'abandonne, parce que ça ferait... Quand c'est une naissance entre le maître et la femme esclave, ça voudrait dire qu'ils soient intégrés à la famille, puisqu'on est dans une société aussi où les bâtards peuvent accéder, y compris les bâtards du roi, au pouvoir. Donc très souvent, on l'abandonne. Et puis le Mozambique, après, c'est extrêmement compliqué parce que là, ça touche aussi alors à la traite, l'esclavage, et l'esclavage propre à ces sociétés, qui existent aussi, donc produits par les sociétés africaines, sur la base aussi d'autres discours, qui sont aussi des discours de caste, d'exclusion. Là, on rentre dans un domaine où les Portugais interviennent, et il y a aussi la part de la société. Il y a aussi leur propre imaginaire, leur propre historicité, donc après, les choses se rencontrent. Voilà. Pour répondre rapidement, c'est que tous les rapports étaient traduits en français et en anglais. Je pense que c'était un rapport de la Société polonaise d'émigration et qui a été d'abord écrit en polonais, qui a été ensuite traduit en français et en anglais. Moi, j'ai trouvé le document traduit en français. Donc, puisque au sein du BIT, de tout ce qui gravite autour, c'est les deux langues officielles du moment. Et du coup, le rapport a été traduit, en fait, c'est ça. Le témoignage inclus dans le rapport. Voilà. Oui, donc merci pour votre question. Sur Mini Grégoire, là je peux parler de manière très affirmative, parce que je travaille dessus. On m'a demandé, c'est l'une des conditions pour avoir accès aux archives, de tout anonymiser, parce que là on a vraiment des données très précises. On a le nom, puisque ce sont des lettres écrites, le nom, l'adresse, donc de tout anonymiser, et de préserver absolument l'anonymat de ces personnes. Donc, pas question. Pour Mosaïque, en fait, je ne sais pas, peut-être que ce serait possible. Il y a une complexité, il y a une difficulté qui est que dans les émissions, les personnes, hommes ou femmes, sont présentées par leur prénom uniquement et n'apparaissent pas au générique.
Donc, on n'est pas dans les techniques contemporaines de documentaire, de reportage. Voilà. De session de droit à l'image. Voilà. On me fait des signes comme quoi il faut arrêter. Je crois qu'on a un peu dépassé. Je voudrais juste remercier encore les organisateurs, évidemment, pour cet après-midi très riche. Si je peux juste rajouter une petite chose, c'est que j'ai vu hier soir un film qui rentre tout à fait dans nos problématiques, qui est un film qui s'appelle Malé Doukara, qui s'appelle Une vie en exil, et qui est sur un Malien qui raconte son histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, il fait un travail de femme, alors qu'il est un homme, puisqu'il travaille il ramasse les poubelles à Paris, enfin, voilà, qu'il a un esclave, il a des esclaves en Mali, dont il parle. Donc ça, c'est intéressant, il parle de la situation, il est noble, lui, mais il a des esclaves. Et puis, il y a tout un dialogue qui se fait avec le réalisateur, qui est Denis Guerçon, enfin je vais écorcher son nom, sur la question de la polygamie et de l'excision, puisque c'est les grands débats justement qu'ils ont dans un foyer de migrants maliens. Voilà. Donc on est vraiment, enfin voilà, je me suis dit, mais c'est tout à fait dans les... Ça s'appelle Malé, M-A-2-L-E, il est sans papier aussi. Et ça s'appelle donc Malé Doukara, et ça passe dans une salle à Paris, donc c'est à l'espace Saint-Michel. Voilà, je fais de la pub, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est en plus très déstabilisant parce que c'est pas du tout misérabiliste, c'est vraiment une autre façon de voir la situation de la migration masculine et puis aussi les femmes, évidemment, en regard. Voilà. Merci.